Vous regardez Croissance Verte sur Midi 1, merci de nous rester fidèles. D'importants acteurs engagés dans la défense de la nature se sont réunis du 3 au 11 septembre dernier à Marseille, en France. C'était lors du Congrès mondial de la nature. Sur place, d'intenses discussions, propositions et plans d'action ont eu lieu pour résoudre la crise biodiversité-climat qui fragilise notre planète. Parallèlement à ce moment, des rencontres de haut niveau ont également été organisées à Dakar pour élaborer des solutions afin de faire face aux grands enjeux écologiques. Vous le découvrirez dans un instant dans notre reportage. Et pour avoir un éclairage sur l'ampleur des grands défis environnementaux à venir, nous sommes avec Ndeye-Marie Aïda Diegen, environnementaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour cette invitation et cette occasion de parler de la biodiversité. Soyez la bienvenue sur le plateau de Croissance Verte. Nous nous retrouvons ici après ce reportage signé Daouda Sow et Christian Roland Camoni. À Marseille s'est tenu du 3 au 11 septembre le Congrès mondial de la nature, une rencontre de haut niveau qui a réuni autorités étatiques, organisations non gouvernementales, peuples autochtones, partenaires techniques et financiers, universitaires, acteurs engagés dans la défense de la nature, entre autres. Au même moment, à plusieurs milliers de kilomètres sont suivies à Dakar différentes présentations faites au sommet de Marseille. Cette rencontre de Dakar est à l'initiative de la coalition des acteurs de la conservation du littoral ouest africain, Kalao. Cette coalition multipartite pour la conservation côtière en Afrique de l'Ouest réunit une dizaine de partenaires issus d'ONG, d'organisations de la société civile et d'entités gouvernementales réunies à Dakar. Le fait qu'on a organisé cette participation dans le contexte post-Covid, si je pourrais m'exprimer ici, cela nous a permis de bénéficier des outils de communication, notamment les moyens qui nous permettent de participer déjà en dehors du site lui-même. On a toujours travaillé en présentiel. Et là, c'est la première fois où on arrive ensemble à avoir un échange, à la fois en présentiel, mais aussi en virtuel, avec des participants qui sont dans les pays qui n'ont pas bougé, qui sont dans les capitales ouest-africaines, ce qui a évidemment réduit les coûts, mais il a aussi réduit l'effort que les gens engageaient auparavant pour participer à des conférences internationales. Quand on ne connaît pas bien l'écosystème, on ne peut pas dire concrètement qu'il s'est menacé. Mais en ce moment, ce qu'on sait, c'est que l'Ouest Afrique, c'est pas bien placé dans la carte globale des herbiers marins. C'est pour ça le projet, l'objectif de faire une cartographie de la distribution des herbiers marins pour qu'on puisse, avec les monitorisations, les suivis, on puisse avec ça dire quel est l'état de santé des herbiers marins. Mais toujours un impact concret sur les changements climatiques, sur les zones côtières. Et ça concerne aussi les herbiers marins qui est dans la zone côtière de chaque pays. Pour cette année, l'Union internationale de la nature a révélé que sur plus de 140 000 espèces étudiées, 37 400 sont menacées d'extinction, soit plus de 30%, d'où l'engagement de la coalition des acteurs de la conservation du littoral ouest africain. Kalao doit être maintenu en tant que cadre fédérateur de ces organisations qui interviennent dans la côte ouest africaine. Je pense que c'est une initiative à pérenniser et pour les futures rencontres telles que les futurs forats, aussi organiser, avoir un stand Kalao et vraiment essayer de faire le maximum de manifestations et d'organisations communes qui montreraient davantage cette dimension sous-régionale et la nécessité de mettre en place une coordination, une harmonisation des activités pour une meilleure synergie entre ces différentes organisations. Dans ce combat, les membres de la société civile ainsi que les organisations ne sont pas en reste.
Elle mène différentes actions en vue de la conservation de leur écosystème. J'ai participé à beaucoup de side events par rapport à 4 ou 5 fois. Le message, c'est pour montrer que l'Afrique aussi a ses potentialités, l'Afrique aussi a sa vision, l'Afrique aussi a sa façon de conserver de la planète et de participer à la conservation de la biodiversité, et qu'on a notre mot à dire par rapport à ce qui se passe dans ce monde. Et je suis très content de voir que aussi on est respecté. Les side events qu'on a fait, il y a beaucoup de gens qui ont participé, il y a beaucoup de gens qui ont contribué. On veut voir que les différentes thématiques entrent en droite ligne avec nos thématiques, nos axes d'intervention au niveau de notre plan stratégique. Par exemple, on a travaillé à la création d'une réserve chez nous, déjà une réserve La Bouche du Roi qui est certifiée MAB UNESCO, et j'ai vu que les différentes thématiques ici travaillent à la préservation des côtes, des paysages côtiers, en fait, la biodiversité côtière. Et ici, on a travaillé là-dessus, on a travaillé avec les différents acteurs. Le congrès a été l'occasion pour les membres de la CALAO de partager leurs différentes expériences en matière de préservation de la biodiversité. On a été tous là, Mauritaniens, Sénégalais, Béninois, Ivoiriens. Donc ça a été des moments d'échange forts durant ces 4-5 jours sur des sujets qui nous concernent de manière vraiment officielle à travers les webinaires qui ont été, les activités qui ont été réalisées, mais aussi en termes non officiels, en termes de partenariat, d'échange. Et ça a été vraiment un moment fort qu'on a eu à partager. Donc il y a beaucoup de contraintes, même en termes de démarches qui ont été levées durant à l'occasion de cette pavillon CALAO. Donc moi je ne peux que saluer ces genres d'initiatives. Je travaille plus précisément au sein du projet Mamiwata, qui traite de la gestion intégrée des océans. Je suis très fière d'avoir fait partie de cette coalition durant cette semaine. Ça m'a vraiment permis de confirmer la complémentarité des actions de tous les partenaires qui existent sur notre littoral, mais surtout d'entrevoir vraiment les possibilités de partenariat que nous avions pour nos actions futures. Un avis partagé par les différents partenaires et participants au Congrès mondial de la nature, rencontre au cours de laquelle beaucoup de side events et autres activités se sont tenues. Il y avait des acteurs peut-être qui n'étaient pas au début directement impliqués dans cette initiative, mais ici à Marseille, ils se sont retrouvés dans cette initiative parce qu'ils ont vu que le cadre était là et il y avait vraiment le message africain qui était là présent, les experts africains qui étaient là présents. Donc finalement, ça s'est imposé tout naturellement comme la maison de l'Afrique à Marseille. Donc ça a été très bien parce que ça a permis à tous ceux qui étaient intéressés ou qui étaient impliqués dans la problématique de la gestion côtière, mais aussi du littoral ouest africain, de se retrouver, de suivre ensemble les side events, d'avoir des échanges au-delà de ces side events, mais aussi de se retrouver par rapport à cet idéal. Il y a pas mal d'organisations vraiment qui se sont retrouvées ici, et l'une des choses aussi que j'aimerais mentionner, c'est la reconnaissance qu'ont eu tous les acteurs quand même de la pertinence de ces cadres. De forts moments à pérenniser selon la plupart des participants. Ces derniers prônent le maintien et le renforcement de ce cadre, même en dehors du congrès et d'autres rencontres du genre. Cela soit pérennisé à l'avenir pour qu'on puisse, sur le plan sous-régional, donc éventuellement accompagner toutes les occasions de rassemblements internationaux ou mondiaux, surtout pour des organismes comme l'ICN, pour moi ça m'a frappé vraiment. Et on a pu profiter. Donc c'est des thématiques qui ont été débattues sur toutes les dimensions de la biodiversité, donc que cela soit pour les changements climatiques, que ce soit pour les tortues, que ce soit pour les oiseaux, et c'est très bien. Donc moi je pense que vraiment ce qu'on peut demander, que le genre de cadre soit pérennisé à l'avenir, et on est embarqué en tant que partenaire dans tous les cas pour ce qui est du parc national du Mandarguin que je représente. Lors du congrès de Marseille, la Fondation Mava pour la Nature a aussi soutenu et organisé diverses sessions
dans le cadre de la conservation. Une contribution et un accompagnement de MAVA qui ont été magnifiés par les partenaires. Et nous pensons que la MAVA, qui est sur une logique de fin de son programme d'ici la fin de l'année prochaine, un cadre pareil peut être un spectacle, peut être un des outils ou une des initiatives qui peut permettre de créer une synergie de façon durable en faisant peut-être un effort de coordination, mais aussi un effort peut-être d'identification exhaustive des parties prenantes. Si on réussit à faire une bonne représentation de l'Afrique de l'Ouest dans les conférences internationales, c'est qu'on peut aussi travailler ensemble pour influencer les politiques, pour faire du plaidoyer ensemble au niveau des pays, pour aussi agir ensemble. Et le second exemple que la MAVA intervient pour nous encourager à travailler ensemble, c'est le fait que nous avons acquis un siège ensemble. Nous avons maintenant ensemble un siège qui s'appelle aussi Maison de la Conservation en Afrique de l'Ouest et qui va regrouper les organisations de la conservation en Afrique de l'Ouest. Après une intense semaine remplie en négociations, conférences et sommets en tout genre, le Congrès mondial de la nature s'est clôturé à Marseille sur un bilan partagé selon les acteurs et défenseurs de l'environnement. Si certains appellent à agir de façon urgente face à l'effondrement de la biodiversité, d'autres se félicitent de la conception du manifeste de Marseille, document bilan de l'événement dans lequel sont faites des contributions substantielles et significatives à la reprise post-pandémie et à la crise biodiversité-climat. Dans ce manifeste de clôture, l'UICN appelle à des changements radicaux pour protéger au moins 30% de la planète d'ici 2030, mais aussi de créer un réseau d'air protégé, ambitieux, interconnecté et efficace. De retour sur le plateau de Croissance Verte, nous sommes à présent avec Ndeye-Marie Aïda Diegen, environnementaliste. Alors, selon vous, cette année, quelles ont été les grandes avancées notées dans le cadre de la préservation de la biodiversité lors de ce grand congrès mondial de la nature? Alors, le grand congrès mondial de la nature qui s'est tenu du 3 au 11 septembre à Marseille et qui intervient dans un contexte très particulier de la Covid-19. D'ailleurs, ce sommet qui devait se tenir en juin a été reporté jusqu'au mois de septembre en raison de la situation sanitaire. C'est un sommet qui aujourd'hui a nécessairement parlé du lien fondamental entre l'homme et la nature, puisque nous sommes dans un contexte qui appelait à cela. Et comme vous l'avez si bien vu, c'est un espace d'échange, un espace de collaboration, mais aussi un espace de prise de décision. Et l'UICN, avec le gouvernement français, a mis en place ce sommet de la nature pour inviter les acteurs à travers le monde à discuter de l'avenir de nos écosystèmes, notamment des écosystèmes marins et côtiers qui sont fondamentaux dans cette chaîne de vie, parce que la biodiversité, c'est avant tout, par définition, la vie dans sa diversité. Et ce sommet en est aujourd'hui un espace et un moment fondamental dans la discussion pour la préservation de cette dernière. Aujourd'hui, quel rôle fondamental doivent tenir les populations, la société civile et les organisations non gouvernementales dans la lutte pour la conservation et la préservation de notre environnement? C'est un rôle qui est fondamental parce que, comme vous l'avez si bien vu, on a eu énormément d'organisations de la société civile qui sont venues prendre part à ce sommet pour faire entendre leur voix, mais aussi aujourd'hui qui ont un pouvoir décisionnel majeur en termes de préservation de la nature et de la biodiversité de façon spécifique. Et aujourd'hui, les populations sont le premier rempart dans la préservation de cette nature-là, puisque finalement, c'est elles qui subissent de façon directe les effets de ce changement climatique et les effets de la disparition de la biodiversité. Donc, ces deux acteurs aujourd'hui, et ces nombreux acteurs d'ailleurs, sont fondamentaux dans cette prise de décision et surtout dans la mise en place de solutions. Parce qu'aujourd'hui, on parle du temps de l'action. On a parlé de cette échéance 2030 qui va être déterminante dans l'avenir de notre planète
Et les acteurs de la société civile, mais également les populations, ont compris ces enjeux et jouent un rôle fondamental dans ces moments de discussion, mais aussi sur le terrain en termes d'action. Mais qu'est-ce qui accentue la crise biodiversité-climat que nous subissons actuellement? Mais eh bien, les actions anthropiques, l'homme dans toute sa diversité, puisque quand on parle de biodiversité, on parle d'écosystèmes, on parle d'espèces, on parle de gènes, mais on parle également des interactions avec les interactions qui se jouent dans la nature. Et aujourd'hui, les experts ont discuté de l'origine de cette pandémie de la Covid-19. Et cette pandémie, elle est certainement due à la disparition de la biodiversité. On parle dans le documentaire de 140 000 espèces marines et côtières qui ont été évaluées. Et aujourd'hui, de la disparition de 37 000, mais à l'échelle globale, on a plus de 1 million d'espèces qui ont disparu simplement dans 2 voire 3 décennies. Donc aujourd'hui, on a un stade qui est alarmant et la biodiversité joue un rôle fondamental dans la préservation de notre propre espèce qui est un élément, disons, de l'ensemble. Revenons au Congrès mondial de la nature. Quelles opportunités de tels événements peuvent offrir aux défenseurs de la biodiversité? Des opportunités de collaboration, de discussion et de synergie. Parce qu'on l'a bien vu également, les acteurs ont pu se rencontrer, ont pu discuter, ont pu également échanger sur leur réalité, parce que la réalité de nos différents pays peut être différente, mais les enjeux sont les mêmes. Aujourd'hui, nous, pays côtiers, du littoral, nous avons tous des mangroves, des zones humides, nous avons des océans, des fleuves, etc. Je ne vais pas tout citer, mais aujourd'hui, nous avons les mêmes problématiques et nous avons besoin de discuter. Mais au-delà de la discussion, nous avons besoin de collaborer et de mettre en place des actions de synergie, parce qu'aujourd'hui, pour sauver la planète, ce n'est pas simplement le Sénégal qui doit aujourd'hui prendre des mesures, mais c'est le monde entier, puisqu'on parle d'interconnectivité. Tous ces espaces dans le monde, toutes ces espèces sont interconnectées. D'ailleurs, les tortues migrent, les oiseaux migrent, l'ensemble des espèces migrent selon les conditions climatiques. Et aujourd'hui, nous sommes tous concernés et ces sommets sont l'occasion de prendre ensemble des décisions. À l'issue de ce congrès, il a été retenu un bilan à mi-teinte en matière de conservation de la biodiversité. Vous qui êtes dans ce domaine, surtout dans la préservation des côtes et des écosystèmes marins ouest-africains, quelle est aujourd'hui la situation du littoral ouest-africain? La situation du littoral ouest-africain est une situation alarmante. Donc le sommet s'est conclu en demi-teinte parce qu'il y a énormément d'avis autour de cette situation alarmante. On voit bien aujourd'hui la disparition de nombreuses espèces. On a remarqué également des côtes qui sont submergées, des villes qui disparaissent. Donc aujourd'hui, en Afrique, nous avons une situation alarmante. Et Dakar en est un exemple. Nous sommes dans une ville qui est côtière, nous sommes dans un pays qui a quand même 700 km de côte. Et nous avons aujourd'hui un besoin alarmant en termes de prise de décision sur la préservation de ces écosystèmes marins et côtiers qui jouent un rôle fondamental dans la survie de notre espèce. Pour faire face à ces menaces et contraintes, des acteurs ont mis sur pied le CALAO, une coalition d'acteurs pour la préservation du littoral ouest africain. Cette synergie des actions et des forces, est-ce la solution par excellence pour la conservation des écosystèmes marins? Bien évidemment, la synergie et la collaboration sont les premiers remparts pour aujourd'hui mettre en place des solutions. Nous ne pouvons pas vivre en autarcie et vivre seuls. Nous ne pouvons pas également prendre des mesures impactantes seuls. C'est pourquoi ces sommets, tels que ce congrès de la nature de Marseille, sont aujourd'hui des moments où les acteurs ont besoin de se regrouper et d'échanger. Et le CALAO est aujourd'hui une initiative à saluer, une initiative qui, je pense, va aujourd'hui permettre à nos pays de prendre des bonnes décisions en termes de conservation. Beaucoup d'espèces, environ plus de 30 000, sont menacées d'extinction selon l'Union internationale de conservation de la nature. Alors, quelles solutions développer pour une meilleure conservation des espèces et de la biodiversité marine et côtière? Alors, depuis 1992, à Rio, nous avons parlé de la biodiversité en tant qu'objectif du développement durable. Et cette convention pour la biodiversité en est une mesure majeure parce que l'engagement autour de la préservation de la biodiversité dans l'article 2 de la convention pour sa préservation est aujourd'hui axé autour de l'engagement que les différents acteurs, les différents pays
ont tenu à prendre depuis longtemps, depuis des années quand même, autour de cette préservation-là. Et aujourd'hui, au-delà de la signature de conventions, au-delà de congrès, au-delà de discussions, nous sommes dans le temps de l'action. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation des Nations Unies qui a défini cette décennie qui va s'aboutir, je pense, en 2030 comme le temps de l'action. Aujourd'hui, il faut, au-delà des discussions et des actions de rencontre, mettre en place des actions concrètes autour de la préservation des écosystèmes marins et côtiers, puisqu'on sait à quel rythme nos espèces marines et nos espèces qui vivent sur les côtes disparaissent. Nous avons besoin de mettre en place des actions et ces actions sont autour de la préservation. À l'issue du congrès de Marseille, il a été conçu le Manifeste de Marseille, un document bilan de l'événement dans lequel ont été inscrites différentes recommandations pour protéger au moins 30% de la planète d'ici 2030. Selon vous, de quels changements urgents avons-nous besoin pour atteindre cet objectif? Pour atteindre cet objectif, nous avons besoin tout d'abord de redéfinir notre ligne directrice en termes de développement. Nous avons concentré une grande partie de nos industries sur les côtes. Ces industries ont des impacts négatifs, non seulement sur notre environnement direct, mais également sur les espèces marines. Nous avons aujourd'hui un mode de transport, un mode de développement axé sur la rapidité. On a énormément d'habitations qui, à cause d'un boom démographique que nous avons connu depuis 1970, la population mondiale a doublé et c'est les effets de ce boom démographique, c'est que nos espèces n'ont plus l'espace nécessaire pour aujourd'hui s'épanouir. Donc les côtes sont submergées par les êtres humains et aujourd'hui les espèces marines et côtières n'ont plus l'espace nécessaire pour se reproduire et pour se pérenniser. Aujourd'hui, il faut vraiment repenser notre mode de développement autour d'un modèle propre, surtout en Afrique. Parce que ce modèle propre nous permettra de préserver ce qui nous reste. On parle de 30%, moi je pense qu'on pourrait aller au-delà de ces 30% en définissant un mode de développement qui nous est propre et un mode de développement autour de la préservation de cet écosystème, de ces écosystèmes-là. Maintenant, comment faciliter la création de réseaux d'aires protégés, ambitieux, interconnectés et efficaces sur le continent, et particulièrement sur nos côtes? Sur nos côtes, il faudrait impliquer les populations dans ce processus-là. Il ne suffit pas de dire que cet espace est protégé, mais il faut faire comprendre aux gens pourquoi cet espace doit être protégé et pourquoi vous devez être les protecteurs de cet espace-là. Aujourd'hui, je pense que les populations à travers le monde et au Sénégal ont vu les effets de ce changement climatique-là, de la remontée du niveau des océans, de la disparition de certaines espèces. Des secteurs comme la pêche sont aujourd'hui menacés. Nous avons des îles, des côtes qui ont disparu, des réfugiés climatiques dus à ce phénomène. Et pour pouvoir protéger ce qui nous reste, il faut mettre les populations au centre du processus de préservation en les faisant eux-mêmes les protecteurs de leur propre environnement. Et surtout, comme je le disais un peu plus tôt, redéfinir nos modes de développement en mettant les hommes avec la nature et non pas l'homme au-dessus de la nature. Malgré la bonne volonté des populations, le littoral ouest africain est en grande partie menacé par la voracité immobilière et industrielle, mais aussi considérablement, vous l'avez dit, par les effets néfastes du changement climatique. Alors, comment stopper la dérive ? Comment stopper la dérive? Eh bien, je pense qu'on a eu un type d'expansion qui était concentré sur nos côtes. On s'est rendu compte que nous fragilisons cet écosystème-là. On a un boom immobilier sur les côtes. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de débats autour du littoral et de la préservation du littoral. Aujourd'hui, il faut faire du littoral un espace protégé et éviter l'installation des populations sur ce littoral, puisque non seulement ces populations-là sont menacées par les effets du changement climatique, puisqu'elles seront un jour ou l'autre déplacées, mais on accélère le phénomène de destruction du littoral et on impacte des espèces marines comme les tortues, comme d'autres espèces qui venaient se reproduire sur la côte. Donc aujourd'hui, pour préserver tout cela, il faudrait redéfinir nos modèles. Moi, j'insiste sur la redéfinition de nos modèles, parce que si nous n'allons pas sur la base et que nous adoptons simplement des conventions de protection sans pour autant aller au fond du problème qui est notre modèle de développement et notre modèle d'expansion, eh bien aujourd'hui, nous ne pourrons pas résoudre ce problème-là.
Merci Ndeye Marie Aïda Diegen, vous êtes environnementaliste. Merci pour cet éclairage sur la préservation et la conservation de notre biodiversité. Merci à vous et je vous remercie pour cette occasion de parler de ce sujet aussi important qui est la préservation de la biodiversité. Merci et quant à nous, on se retrouve très vite sur Medi 1, un nouveau numéro de Croissance Verte.